Bien. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai juste présenté de très loin le libéralisme en vous donnant quelques noms et en précisant un petit peu le sens dans lequel on utilise le terme ici. On va essayer maintenant d'aller un peu plus avant dans ce en quoi consiste le libéralisme. Et d'emblée, il faut dire la chose suivante. Quand on parle d'idéologie politique, on ne parle pas de théorie politique. Une théorie, c'est le fait de quelqu'un. Là, je vous ai présenté la théorie de Marx avant, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu confondu la théorie de Marx avec l'idéologie socialiste en général. Pour le libéralisme, les choses, on risque moins de faire cette erreur, parce que comme vous l'avez vu, il y a un grand nombre d'auteurs libéraux qui ont tous leur rapport et des approches un peu différentes, donc on ne peut pas vraiment présenter le libéralisme comme une théorie absolument unifiée, avec des prémices claires et des arguments clairs. Les différentes versions du libéralisme vont varier selon les auteurs et les sensibilités. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est néanmoins essayer d'extraire les points communs à toute forme de libéralisme. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que une des motivations centrales du libéralisme, c'est le fait de lutter contre un type d'organisation politique que les libéraux vont qualifier d'autoritaire, d'autoritariste. Ça, vous le retrouvez dans toute la littérature libérale. À chaque fois que vous avez une opposition à l'État, ce qui se cache derrière, c'est une crainte que l'État devienne trop autoritaire. Donc si jamais vous avez en tête quelque chose comme les libéraux, c'est des gens qui veulent juste que l'État n'intervienne pas pour se faire le plus d'argent possible, ça c'est un sophisme génétique. D'accord ? Aucun libéral ne dit ça. Vous pouvez tous les lire, je ne l'ai pas encore fait, mais ça m'étonnerait que vous en trouviez un seul qui dise « moi je défends peu d'État parce que je veux pouvoir m'en mettre plein les poches ». Ce n'est pas du tout les raisons invoquées en faveur du libéralisme, mais c'est ça qui nous intéresse quand on veut évaluer les idéologies politiques. Donc, la raison fondamentale, c'est la peur que les régimes politiques, que l'État, les institutions publiques, ne deviennent trop contraignantes, ne deviennent trop autoritaires et n'empiètent trop sur nos libertés. C'est une raison qui se vérifie tout au long de l'histoire du libéralisme, depuis Locke, qui est considéré comme le père fondateur du libéralisme. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours sur Locke, Leibniz, Descartes, Locke, Leibniz, que Locke écrit ces deux traités du gouvernement civil. Dans le second, il va poser les fondements du libéralisme, et dans le premier, ce que fait Locke, c'est qu'il répond à Filmer, qui est un théoricien qui défend la monarchie absolue de droit divin. Okay. Et la réponse de Locke, c'est de dire non, un bon régime politique ne doit pas se baser sur cette autorité, faire appel à Dieu pour contraindre les individus, mais il doit être basé sur le consentement des individus. Les libéraux du XXe siècle, évidemment, eux, leur ennemi, ça va plus être la monarchie absolue de droit divin. En tout cas, en Occident, c'est plus vraiment les choses qui menacent. Mais les deux grandes formes de régime autoritaire qui vont se développer, c'est le nazisme, le communisme, le fascisme, il faudrait rajouter. Et à chaque fois, les libéraux s'opposent à ces formes de régime-là au nom des libertés individuelles. Donc, de manière générale, quand vous dites État, j'arrive tout de suite, Arnaud, quand vous dites État à un libéral, ce qu'il voit, c'est risque de dérive autoritaire. Comment le contenir dans des limites qui fait que l'État ne va pas imposer des contraintes au-delà de ce qui est acceptable. Arnaud. Mais vous dites là que Locke était opposé à la monarchie, mais dans le cours sur Kant, on n'avait pas vu qu'il utilisait l'histoire du consentement originel pour justifier le fait qu'il y ait justement ces deux gouvernements. Alors, il est opposé à la monarchie absolue de droit divin. Okay. Il n'est pas forcément opposé à une monarchie parlementaire. Mais ce qui est important pour lui, c'est de lutter contre Filmer, qui dit il y a une personne qui a un pouvoir absolu de décider l'ensemble des lois, et ce pouvoir absolu lui est conféré par Dieu. D'accord ? Évidemment, Locke, à l'époque où il écrit, ça aurait été difficile pour lui de dire « je suis contre le roi ». Enfin, peut-être il le pensait, mais peut-être il ne le pensait pas. Dans tous les cas, c'était quelque chose de... C'était pas une thèse qu'il mettait en avant directement. Mais si vous avez une démocratie parlementaire, où vous avez un partage des pouvoirs
correct, acceptable d'après Locke, acceptable dans le sens auquel on peut consentir entre le souverain et un parlement qui décide d'un certain nombre de lois, ça c'est quelque chose qui marche pour lui. D'accord ? C'est vraiment la monarchie absolue de droit la monarchie absolue de droit divin qui est son ennemi. Ça va ? Ouais. Donc le but, la réaction fondamentale des libéraux par rapport au pouvoir, c'est lui poser des limites. Lui poser des limites, pourquoi ? Parce qu'on veut éviter que l'État impose à tous les intérêts ou les conceptions du bien de quelques-uns. L'horreur du libéral, c'est les dystopies où vous avez quelqu'un qui est absolument fan de quelque chose. Donc il y a Jean qui est fan de macramé, il nous force tous à faire du macramé. Okay. Ah, t'as arrêté de faire du macramé, toi tu tiens. Pourquoi ? C'est peut-être très bien le macramé, mais il n'y a aucune raison d'imposer à tout le monde ses préférences. D'accord ? Là, je prends un exemple ridicule, mais vous voyez bien que quand vous avez une monarchie de droit divin, notre réaction aujourd'hui à nous, où la religion est moins monolithe et prégnante qu'elle l'était à l'époque, c'est de se dire, mais pourquoi une monarchie qui correspond à une religion qui peut, soit n'est pas la mienne, soit moi j'ai pas de religion du tout, donc pourquoi est-ce qu'on m'impose de suivre une religion ? Diego. Une chose que je ne comprends pas trop, c'est que vous disiez là qu'effectivement on ne veut pas les dérives autoritaires par le libéralisme. De toute façon, on dit que l'unique chose importante pour le libéralisme dans l'État, c'est le fait d'avoir un pouvoir coercitif. Oui. Donc, dans quelle façon, je ne sais pas, avoir le libre marché nous empêche de sortir dans des dérives autoritaires, moins de le fait que l'État a un pouvoir coercitif. Alors, ça va être une des choses qu'oppose. Enfin, j'allais vous répondre autre chose avant la fin de votre question. Je commence comme ça, puis vous revenez à la charge. Une des choses qui va opposer les anarcho-capitalistes avec les libéraux classiques, c'est que les anarcho-capitalistes vont dire... je commence par les libéraux classiques. Les libéraux classiques, eux, disent on a besoin de l'État pour faire régner la justice. L'État, il a le droit d'intervenir entre nous seulement si j'arrive vers vous avec un couteau comme ça, et là, l'État dit stop. Okay ? Ou si je vous tue, là, il me met en prison. Ça va pour les libéraux classiques, et ils pensent que c'est le seul domaine légitime d'intervention de l'État, pour faire très simple. Par contre, les libéraux classiques vont être contre le fait que l'État intervienne pour satisfaire différents besoins. Donc si tout d'un coup, j'ai une maladie grave que je n'arrive pas à soigner, je ne vais pas pouvoir aller dire à l'État, tu peux aller prendre dans la poche de Giacomo pour me payer. Ça, les libéraux classiques vont dire, non, vous pouvez compter sur la générosité des autres, vous pouvez faire un crédit, mais vous ne pouvez pas aller vous servir dans la poche des autres, ce qui est pour les libéraux classiques, ce à quoi les politiques sociales reviennent, utiliser l'argent des autres pour ses besoins à soi, y compris des besoins urgents, comme dans mon exemple là. Pardon, je ne veux pas trop m'éloigner. Mais les libéraux classiques, pour faire avaler cette pilule-là, disent en fait, si vous laissez les individus libres, en général, ce genre de situation va moins se produire. Parce que les individus libres vont déjà développer des institutions caritatives, la générosité, ils vont s'assurer. Si vous savez que vous avez des risques et que vous ne pouvez pas compter sur les autres, vous allez prendre des assurances. Et puis, il va y avoir un système de marché qui va produire une richesse abondante qui fait qu'on va pouvoir mieux se soigner que sans le marché. Ça, c'est en gros, je vous fais une espèce de version... 3 coups de cuillère à peau de l'état d'esprit du libéral classique. Arrivent les anarcho-capitalistes, eux disent, mais attendez, si le marché fonctionne si bien, pour fournir des soins, pour faire en sorte que les individus puissent satisfaire leurs besoins, pourquoi est-ce que le marché ne fonctionnerait pas aussi bien pour assurer la sécurité des individus ? Et les anarcho-capitalistes disent, il faut des agences privées, il ne faut pas une police publique. Si vous avez peur que je vous attaque avec mon couteau, prenez-vous une assurance privée, une agence de sécurité privée qui vous défendra. Et comme d'après les principes libéraux, le marché marche mieux que le monopole d'État, ça devrait aussi être le cas pour la sécurité. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de libéraux, enfin, ceux que je vous ai mentionnés, un certain nombre de libéraux qui versent dans l'anarcho-capitalisme en disant les biens seront mieux produits, mieux répartis si on va dans le sens de ces libertés-là. Mais je crois que maintenant que je vous réponds, j'ai répondu à une autre question que celle que vous m'avez posée. Oui, puisque ma question à la base, c'était pourquoi je ne comprenais pas pourquoi défendre cette position-là nous empêche d'arriver à des dérives autoritaires. Et justement, moi, beaucoup de dérives autoritaires, je le vois avec le pouvoir coercitif de l'État. Peut-être que je me trompe. Avec le pouvoir coercitif de l'État ? Oui, du fait que il me semble la façon plus facile où l'État effectivement peut devenir autoritaire,
pouvoir coercitif il est toujours tourné sous l'État d'une soi-même. Et donc je ne voyais pas trop bien pourquoi les dynamiques de libre marché empêchent les dérives autoritaires tandis que c'est l'État il a le pouvoir coercitif. Non, là c'est impossible. Donc, l'idée des libéraux classiques, c'est de dire l'État, par nature, il est contraignant. En général, on admet une définition qui vient de Max Weber de l'État, qui est de dire ce que fait un État, c'est de contraindre les personnes, les citoyens qui sont sous sa juridiction. Parce que s'il ne contraint pas, vous pouvez juste laisser faire les choses. Donc s'il y a besoin d'un État, c'est qu'il y a besoin d'une contrainte. Ça, en général, c'est admis. Et après, les libéraux classiques ou les minarchistes disent, étant donné que l'État par nature est contraint et qu'on n'aime pas la contrainte, il faut limiter les domaines dans lesquels l'État peut contraindre. Et donc on ne veut pas que l'État nous contraigne à acheter ça plutôt qu'à acheter autre chose, à prendre une assurance santé plutôt que pas nous prendre une assurance santé, à payer l'éducation des autres alors qu'on n'a pas d'enfants, à payer le macramé de gens alors qu'on s'en fiche du macramé, à payer les matchs de foot de Gabriele alors que nous on ne veut pas de matchs de foot, etc. Ça c'est le genre de choses que les libéraux pensent qu'il y a trop de contraintes qui arrivent de l'État si on le laisse sortir de la protection des individus qui peuvent s'agresser les uns les autres. Donc on veut limiter, c'est juste ça, le domaine de limitation de l'État, c'est il peut intervenir seulement pour des choses absolument nécessaires, à savoir des individus qui s'agressent les uns les autres et ensuite une juridiction pour condamner ceux qui ont commis des agressions. Est-ce que ça répond mieux à votre question ? Vous revenez à la charge si si c'est donc parce qu'il y a il y a plein de bonnes objections au libéralisme, notamment le fait de savoir si vous pouvez avoir des contraintes en dehors de l'État et s'il n'y a pas plus de contraintes en dehors de l'État qu'avec l'État. Mais ce que voient les libéraux, c'est la seule contrainte légitime, c'est dans un système étatique, la monopole de la contrainte, il est censé venir de l'État. Donc limitons l'État, on aura moins de contraintes. Ça c'est la direction générale. Alors. On ne veut surtout pas que quelques-uns imposent leur conception du bien ou leur intérêt à tous. Et quand on dit ça, il faut bien voir à quel point c'est quelque chose de général. Au départ, quelques-uns, ça pouvait être un tyran. Mais ça peut être aussi une aristocratie, ça peut être une technocratie, donc des techniciens qui sont arrivés au pouvoir et qui imposent leur vision du pouvoir. C'est ce qu'on dit, un reproche qu'on fait aujourd'hui beaucoup à l'Union européenne, en disant en fait c'est des technocrates qui sont au pouvoir, qui imposent leurs propres préférences à la population. Ça ne peut pas être un parti politique, comme c'est le cas en Chine, mais plus généralement, ça ne peut pas être non plus le cas d'une majorité. Okay. Si on est une majorité à penser que Giacomo doit nous payer une bière après le cours, on ne peut pas dire on a voté Giacomo, maintenant vous nous devez une bière. D'accord ? Pour un libéral, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas juste dire majorité, on a le droit, on ne va pas se servir dans la poche de Giacomo parce qu'on est tous d'accord que ça serait bien qu'il nous paye une bière. C'est quoi une technocratie ? Alors, aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Technocratie, c'est un peu un jargon contemporain pour dire c'est le gouvernement des techniciens. Puis technocratie, c'est un mot qui revient souvent, comme je vous disais, au sujet de l'Union européenne, mais plus généralement des États modernes qui deviennent des grosses machines administratives et où il y a toujours la crainte que ce soit la machine administrative qui détienne les clés du pouvoir, qui impose aussi ses préférences, ses manières de faire. On parle beaucoup de ça aux États-Unis aussi en disant en fait Trump ou Biden c'est pas grave parce que le vrai pouvoir il est dans les mains de l'administration, de ceux qui n'ont pas été élus, puis c'est eux qui imposent la manière dont les choses se font. Bien, donc ça c'est la motivation. Oui, pardon. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même émettre comme objection que les lois du marché, surtout dans l'autoritarisme, par exemple dans le domaine de l'agriculture, le fait qu'on puisse importer ou exporter des denrées d'ailleurs va formaliser en fait le mode de production dans le pays. Et du coup, c'est une forme aussi, si on veut, d'imposition de l'extérieur. Alors, on peut dire ça, mais le libéral va dire alors non. Donc, un des corollaires systématiques du libéralisme, c'est le libre-échange. Donc, c'est de dire on n'a pas de raison de mettre des frontières. Frontières à l'échange de... Donc, si vous avez une politique agricole plutôt protectionniste, comme en Suisse, en disant on va protéger notre agriculture pour tout un tas de raisons, le libéral va dire mais ça, c'est très mauvais. Et il va dire c'est très mauvais parce que en fait, vous entretenez des prix artificiellement élevés. Si les gens produisent mieux ailleurs, vous privez les consommateurs suisses de ces produits moins chers qui viennent d'ailleurs. Si vous voulez du bœuf charolais français, il sera moins cher que
la viande suisse et pourtant vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'il y a des barrières à l'importation. Et ils vont dire aussi une autre forme, enfin l'autre versant de la critique du protectionnisme, c'est de dire par ailleurs vous privez, quand vous faites ça, vous privez les pays exportateurs, ceux qui viendraient vers vous, de produire, et donc vous privez les producteurs des autres pays de venir vers vous. Donc, pardon, alors je fais une petite parenthèse ici parce que c'est un point intéressant qui va nous permettre de bien distinguer le libéralisme du conservatisme. Le libéralisme, à l'arrivée, il vise un système politique général qui s'applique à toute la planète. Donc la notion de pays, de nation, pour le libéralisme, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est difficile pour le libéralisme de justifier des frontières. Les vrais libéraux, ils sont pour la libre circulation des personnes et des marchandises. Vous pouvez entrer, sortir de Suisse comme vous voulez, vous pouvez venir vous y installer, quitter la Suisse. Il y a une défense très forte des frontières ouvertes, aussi bien pour les biens, pour les services que pour les personnes. Oui, c'est juste ça que je voulais vous dire là-dessus. Donc, on reviendra au conservatisme après, qui lui, évidemment, le conservateur va dire il y a des frontières et c'est important de défendre des frontières, à la fois économiquement, même si c'est moins efficace, et aussi les frontières de libre circulation des personnes, parce qu'il y a des défenses typiquement de valeurs culturelles qui sont menacées. Sinon, ça, c'est des arguments d'obédience plus conservatrice. Mais le libéral, j'arrive, Jean, le libéral, vous pouvez vous dire ça, c'est une bonne manière de bien voir à quel point les libéraux et les conservateurs sont opposés. Parce que parfois on se dit « Ah, libéralisme, conservatisme, même combat ». Quand on est à gauche, on fait souvent ça, on dit « Libéralisme, conservatisme, même combat », c'est tout la droite. Mais en fait, sur la défense des frontières, vous avez un gouffre gigantesque entre les libéraux et les conservateurs. Si vous regardez en Suisse entre le PLR et l'UDC, alors ce n'est pas des versions pures, ni l'un ni l'autre de conservatisme ni de libéralisme, mais vous avez clairement un parti qui est pour l'ouverture des frontières pour les biens et pour les personnes, et un parti qui est pour des frontières beaucoup plus imperméables à la fois pour les biens et pour les personnes. Donc là, il y a des oppositions très fortes, hein, ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi des rapprochements, comme on le verra. Jean. Pardon, je sors un peu de la philo, mais en fait, je me demandais, parce que vous parlez de macramé, puis c'est un peu bizarre, parce qu'elle a vaste passion émergente ces quelques jours. Et puis l'autre fois, on me parlait de mon vélo, alors que c'était aussi une préoccupation. Donc je me demande un peu si vous êtes un espion de ma vie ou si vous avez des prémonitions. Méfiez-vous, Jean, méfiez-vous. Espérez que je sois un vrai libéral et pas un... Non, vous direz quand il faut jouer au loto. Macramé vélo, très bien. Écoutez, je continue à vous observer en secret. Bien, alors ça c'était juste pour vous donner l'angle... Pardon, excusez-moi. Est-ce que ce serait juste de dire que, en fin de compte, le libéralisme, il nie complètement l'idée de pacte social, donc une société qui est basée sur une assistance mutuelle et puis une entraide ou... j'ai cru que vous alliez dans une autre direction. Alors, là-dessus, le libéralisme, un argument courant des libéraux, c'est l'argument suivant, c'est de dire nous, on aime la générosité. Et on n'est pas comme les socialistes d'en face, qui n'aiment pas la générosité, qui aiment la contrainte. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent dire ça? Ils pensent qu'ils peuvent dire ça parce qu'ils disent qu'est-ce que c'est qu'un acte généreux? C'est le fait de donner librement. Si maintenant je vais prendre dans votre poche pour donner à Nathalie qui en a très besoin, qui c'est qui est généreux? C'est pas vous, vous vous êtes fait prendre de l'argent sans votre assentiment, c'est pas moi, j'ai pris de l'argent qui n'était pas mauvais, dans cette image-là, c'est moi l'État ici, c'est pas Nathalie, elle reçoit. Donc on a tué la générosité. Donc ça c'est un argument moral que vous entendez souvent chez les libéraux, notamment il y a une tradition catholique libérale qui insiste beaucoup là-dessus en disant vous tuez la possibilité de la vertu. Okay, vous tuez la possibilité de la vertu parce que vous forcez les gens à donner. Alors, évidemment, la réponse sociale ici, c'est de dire au diable la vertu. Ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, Nathalie, elle ait touché l'argent. S'il faut compter sur la vertu, parfois, c'est peut-être mieux de compter sur la contrainte. Donc peut-être il n'y a pas de vertu, mais il y a quand même plus de redistribution. Mais en tout cas, vous voyez, quand on parle de... Votre question, c'était est-ce qu'il y a un pacte social qui porte sur générosité, fraternité, etc. Les libéraux, quand ils entendent ça, ils disent « Fraternité, mon œil, vous nous forcez à donner les uns aux autres. » Après, vous mettez l'étiquette dessus, solidarité, fraternité, etc. Mais en fait, la solidarité, la fraternité, la générosité, ça devrait être quelque chose qui vient spontanément. Si c'est l'État qui vient prendre dans ma poche, moi, j'appelle pas ça des vertus de générosité. Donc, c'est une manière, à leurs yeux, d'habiller de doux mots des choses qui sont en fait de la contrainte. C'est la théorie du ruissellement et où
leur richesse et ils vont très très bien, automatiquement cette richesse, elle va se répandre sur l'ensemble de Non. la société. Alors ça, cette théorie du ruissellement, quand il faudrait que je vous mette un truc là-dessus, mais cette théorie du ruissellement, ça fait partie des théories qui sont des, comment on appelle ça, des épouvantails des adversaires des libéraux, parce que personne n'a défendu cette théorie. Hein. Il n'y a aucun libéral qui défend la théorie du ruissellement. C'est la manière dont souvent les gens à gauche se représentent ce que doit être la théorie du libéralisme. Mais le libéralisme, on va voir dans un instant, là, sa théorie économique, là j'en parlerai un peu moins, mais fondamentalement, l'idée du libéralisme, c'est qu'effectivement les gens vont être plus riches, mais pas parce que la richesse va ruisseler entre les riches et les pauvres. Le libéral va dire la clé du fait que tout le monde va être plus riche, c'est l'augmentation de la production de la richesse, pas l'augmentation de la répartition de la richesse. Hein. C'est ça l'opposition entre Et la théorie du ruissellement, quand on la décrit comme ça, elle présuppose déjà que le problème de la richesse, c'est le partage. Or, le libéral dit produisons plus, on n'aura pas à s'occuper du partage. Ayons un plus grand gâteau, comme ça tout le monde aura à sa faim, tandis que la théorie du ruissellement, elle présuppose que le gâteau, il est fixe et qu'il faut espérer que ça va aller vers les plus pauvres. En 2 mots, c'est ça. Mais il y a un bel article de Thomas Sowell, un économiste libéral, qui fait la review, qui dit, mais est-ce que cette théorie du ruissellement a existé quelque part? Il trouve personne qui a défendu ça dans les théories économiques standards. Bien. Alors, ça c'était juste pour vous donner, je ne pensais pas passer tant de temps là-dessus, pardon, c'était juste pour vous donner l'inspiration générale du libéralisme, en espérant que vous voyez maintenant un peu dans quelle direction ça va. Alors, on va prendre les choses de manière un petit peu plus systématique à partir de maintenant. Évidemment, le libéralisme, c'est quelqu'un qui aime la liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer la liberté? Si on reprend la part de la philosophie, si on repart de la philosophie, vous avez sans doute déjà entendu cette question, est-ce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse ou est-ce que c'est la haine de la bêtise? Quand vous avez des objections à Marx en termes de bullshit, c'est typiquement souvent le truc dans le second sens. On dit, mais comment vous écrivez? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vous avez une question similaire qui se pose pour le libéralisme. Est-ce que le libéralisme, c'est l'amour de la liberté ou est-ce que c'est la haine de la contrainte? Comment est-ce qu'on articule ces deux choses-là? Si vous voulez savoir, pour comprendre l'intuition libérale, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous allez dans des hôtels et vous avez, ou chez votre tante, avec des draps de lit qui sont hyper serrés, vous vous mettez dedans, vous n'arrivez pas à bouger, si vous détestez ça, vous sentez ce que déteste le libéral. Ça vous empêche de bouger, vous avez envie de tout envoyer en l'air. Sans raison, il n'y a pas de raison. Okay, c'est pas qu'on aime... Quand la contrainte, il y a une raison, ça va, mais pourquoi est-ce que vous m'empêchez de faire ce que je veux s'il n'y a aucune raison? Ça, c'est l'énervement fondamental du libéral. Alors, quel est le rapport entre la liberté et la contrainte? Okay. Pour le libéral. Pardon, je vais faire apparaître ça par puce. Eh bien, le rapport, il est assez simple. C'est que pour le libéral, la liberté, en 2 mots, c'est l'absence de contrainte. D'accord ? Donc, valoriser la liberté ou valoriser l'absence de contrainte, c'est la même chose. Autrement dit, le libéral, il accepte ce qu'on appelle une conception négative de la liberté. Et ça, c'est un point qui est très largement partagé par les libéraux. Ou plus précisément, il accepte une conception négative de la liberté politique. Qu'est-ce qu'on entend par cette liberté politique? Eh bien, vous êtes libre dans cette optique si vous n'êtes pas empêché de faire ce que vous voulez par l'action volontaire d'autrui. D'accord? Donc, si je veux aller m'acheter des bonbons et que Jean me retient par la manche, Jean, par son action volontaire, m'empêche de faire ce que je veux. Okay? Et ça, c'est une entrave à ma liberté politique. Être libre dans ce sens-là, vous voyez que c'est une conception très minimale de la liberté. Et c'est un des intérêts de cette conception de la liberté. Elle n'implique pas 2 choses, notamment. Elle n'implique pas cette conception de la liberté que pour être libre de faire quelque chose, il faut être capable de le faire. La raison pour laquelle je ne peux pas voler en battant des mains, c'est pas que Jean m'en empêche, c'est juste que je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est pas quelque chose qui est politiquement problématique, le fait que mes capacités soient limitées. Par contre, si j'ai des ailes, que je bats des ailes et que Jean me retient pour m'empêcher de voler, là, il y a une véritable entrave à ma liberté dans le sens politique. C'est la liberté.
Liberté politique, c'est la liberté qui va être pertinente après pour définir les contraintes légitimes. Donc ça c'est le premier sens, pardon, je reviens 2 secondes en arrière, c'est le premier sens dans lequel, c'est le premier sens dans lequel il n'y a pas de liberté positive chez les libéraux, c'est qu'on ne cherche pas à savoir si vous avez vraiment les capacités de faire les choses en question, on cherche juste à être sûr que les autres ne vous empêchent pas volontairement de faire ce que vous voulez faire. Et puis la deuxième chose, c'est, vous avez parlé beaucoup avec Simon Pierre, le professeur Chevalier-Cosset, vous avez parlé, que ce soit dans le cours de 13 questions, j'arrive du cadre de 13 questions philosophiques et d'autres séminaires, de la relation entre la liberté et la responsabilité. Puis là, souvent, vous avez une notion de liberté qui apparaît, qui est la notion de libre arbitre, la possibilité de choisir entre différentes options. Dans cette optique-là, vous n'avez pas forcément à admettre le libre arbitre. Vous pouvez très bien dire, et c'est un des avantages de la liberté négative, que tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, c'est déterminé par la nature, les faits sociaux, Dieu, peu importe. Okay. Mais même si ce que vous voulez vous est imposé par l'extérieur, vous êtes quand même libre si vous pouvez poursuivre ce que vous voulez. D'accord ? Autrement dit, il faut bien distinguer la question de savoir si vous pouvez choisir ce que vous voulez de la question de savoir si vous pouvez faire ce que vous voulez. Si je vous mets toutes les préférences dans l'esprit, je pourrais être vraiment méchant, je pourrais à tous vous mettre dans l'esprit, donc je suis Dieu, je vous mets à tous dans ma tête, je vous mets des préférences très fortes pour un marshmallow, okay. Tous vous mourrez d'envie de manger le marshmallow qui est là, et là je le prends et je le mange. Okay. Vous êtes doublement pas libre, vous n'êtes pas libre dans un sens qui n'est pas le sens qui intéresse le libéral, dans le sens où c'est moi qui ai formé vos préférences. Okay. Ça, le libéral, c'est pas la chose qui l'intéresse en premier, mais vous êtes aussi pas libre, contraint, parce que la seule chose que vous auriez pu faire pour satisfaire votre préférence que je vous ai mis dans la tête, ça aurait été de manger le marshmallow, et ça, je vous ai volontairement privé de le faire. D'accord ? Donc c'est cette seconde liberté qu'intéresse le libéral. Lucas. Oui, mais du coup, est-ce que pour les libérales, ça fait vraiment aucun sens de défendre une sorte de liberté pécuniaire ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est né, par exemple, dans une famille beaucoup plus aisée, il est autant libre que quelqu'un qui est né dans une famille beaucoup moins aisée et qui n'a pas la même liberté économique. Oui, alors, le libéral peut accepter d'autres formes de liberté, ce que je dis dans la plus suivante. Il peut accepter qu'il y a des libertés positives dans ce sens-là. On est plus libre quand on a plus d'argent. Pas de problème pour lui pour accepter ça. Mais par contre, sa bonne position, enfin sa position stricte, c'est de dire mais cette liberté-là, c'est pas à l'État de s'en occuper, de maximiser ces libertés-là. D'accord ? Donc l'État doit s'occuper uniquement de préserver la liberté négative. Évidemment, il y a d'autres formes de liberté. On est plus libre quand on a plus d'argent. Mais ça, c'est pas des choses qui peuvent justifier la contrainte de l'État. Par ailleurs, les libéraux vont dire la meilleure façon d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir une économie libre. Donc tout est bien qui finit bien. De toute façon, ça n'aurait pas été bien de contraindre. Et par ailleurs, ne pas contraindre, ça fait que ça crée plus de richesse. Mais il faut bien distinguer la question politique des libertés pertinentes politiquement de la question plus générale des libertés importantes pour les personnes, les individus ou les groupes. Et le libéral dit, oui, c'est vrai qu'on est plus libre dans tout un tas de cas, si on peut avoir le choix, si on a plus d'argent, mais ce n'est pas à l'État de s'occuper de ça. La seule chose que l'État est légitime d'empêcher, c'est les choses qui limitent notre liberté négative. Alors je vous donne, donc cette notion de liberté négative, elle a été thématisée dans un article très célèbre de Isaiah Berlin que je vous ai mis sur le Moodle, un très bel article. Donc c'est un philosophe libéral et il cherche à mettre le doigt sur le plus petit commun dénominateur de tous les penseurs libéraux. Et lui, sa thèse, c'est la liberté négative. Voici ce que dit Berlin. On dit normalement que je suis libre dans la mesure où aucun homme ou ensemble d'hommes n'interfère avec mon activité. Okay, la liberté comme non-interférence, autrement dit. La liberté politique en ce sens est simplement l'espace au sein duquel un homme peut agir sans être entravé par les autres. Vous voyez bien qu'il parle de liberté politique. Hein. Si je suis empêché par d'autres de faire ce que je pourrais faire autrement, je ne suis pas libre dans cette mesure. Et si cet espace est réduit par d'autres hommes en deçà d'un certain minimum, je peux être décrit comme étant contraint, voire même esclave. La contrainte n'est cependant pas un terme qui gouverne toute forme d'incapacité. Si je dis que je suis incapable de sauter à plus de 10 mètres en l'air ou que je ne peux pas lire parce que je suis aveugle, il serait bien étrange de dire que je suis dans cette mesure
réduit à l'esclavage ou contraint. La contrainte implique l'interférence délibérée d'autres êtres humains au sein de l'espace dans lequel je pourrais agir autrement. Ça, c'est la définition de la contrainte, d'après Berlin. Vous manquez de liberté politique seulement si vous êtes empêché d'atteindre un but par un autre être humain. D'accord ? Alors ça, c'est la liberté dans lequel le sens de liberté qui est utilisé par la grande majorité des libéraux. Si vous vous souvenez, quand on a étudié Locke, Locke adopte une notion négative de la liberté aussi, un peu différente de celle-ci, mais c'est pareil. Vous pouvez poursuivre un but, si autrui vous empêche d'atteindre ce but, alors autrui vous contraint. Il y a une objection sur laquelle on reviendra à Berlin ici. Est-ce que vous voyez un type de... Peut-être je vous pose la question. Est-ce que vous voyez un type d'action que les libéraux voudraient tolérer et qui pour autant, d'après cette définition, représenterait des contraintes, des obstacles à la liberté négative? Autrement dit, est-ce que cette définition de la liberté négative, est-ce qu'elle n'est pas trop large? Est-ce qu'elle n'inclut pas des actions importantes qu'on voudrait pouvoir permettre? Vous voyez pas? Supposez que Lucie ouvre un... Lucie a racheté la petite truc à crêpes là-bas. Donc elle vend des crêpes. Et de mon côté, elle vend des crêpes 10 francs pièce. Très cher les crêpes de Lucie. Et de mon côté, je me dis, elle les vend très cher, moi je vais en vendre un petit peu moins cher, j'en vendrai plus. J'ouvre juste à côté de la cabane de Lucie, j'en fais une deuxième, et je vends mes crêpes 8 francs pièce. Okay. C'est une action volontaire de ma part. Si ça se trouve, je l'ai fait parce que j'étais méchant, je voulais embêter Lucie. Elle m'énerve, elle va faire plein d'argent avec ses 10 francs. Pardon Lucie, je vais lui nuire, donc peut-être ça peut être quelque chose qui était mu par de mauvaises intentions. Donc c'est une interférence délibérée avec la liberté de Lucie de gagner beaucoup d'argent. À cause de moi, Lucie gagnera un peu moins d'argent. Et pourtant, vous imaginez bien que ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose contre lequel le libéral va protester. D'accord ? C'est de la concurrence économique. Le libéral dirait, mais si jamais vous allez contre ça, vous allez contre l'intérêt de tous les consommateurs. D'accord ? Maintenant, il y a des crêpes à 8 francs, grâce à vous, sur le bord du lac. Donc là, il y a un petit problème avec la définition de Berlin telle qu'elle est là, qui a conduit à certaines modifications. Peut-être on y reviendra la prochaine fois quand on discutera des objections au libéralisme. Alors, admettons néanmoins cette conception négative de la liberté. Maintenant, la question qui se pose pour le libéral, c'est de dire, je veux montrer que cette liberté-là, cette liberté politique négative, elle vaut la peine d'être défendue. Pourquoi est-ce qu'il faut défendre cette liberté négative? Pourquoi est-ce qu'on veut limiter les contraintes à nos actions? Est-ce que vous voyez quel type d'argument on peut avancer si on pose ce genre de questions? Pourquoi est-ce que c'est pas bien la contrainte? Pourquoi est-ce que le fait d'empêcher autrui de faire ce qu'il veut faire, ça devrait être mal? Mauvaise question. Vous pensez que c'est mal ou que c'est pas mal d'empêcher autrui de faire ce qu'il veut faire, en principe, hein, en général, je veux dire, pas évidemment, si autrui veut aller tuer un bébé phoque pour rigoler, peut-être que... Mais il veut juste aller faire quelque chose d'innocent. Bon, en principe, ils sont mal. Oui, donc on est d'accord que c'est mal, Lucas? C'est très intuitif. Si on se revendique du sens commun, c'est une position qui est très facile à défendre. Bien. Donc, vous avez donné la première réponse à cette question-là. Comment est-ce qu'on dit ça un peu plus techniquement quand il y a quelque chose qui est juste mal, c'est comme ça, pas en vertu d'autre chose, Arnaud? C'est intrinsèquement mal. Oui, on dit en général c'est une valeur intrinsèque ou une valeur finale. C'est en soi que c'est pas bien de contraindre autrui, d'accord? Pas en vertu des conséquences ou des effets que ça pourrait avoir. Bien, alors ça c'est une réponse possible. Vous avez une autre réponse possible qui consiste à dire la valeur de la liberté
négative, elle vient de ses conséquences. Si vous laissez les gens agir, vous allez avoir plein de conséquences magnifiques. Et puis vous avez encore une autre justification de cette liberté négative qu'on retrouve chez Locke, et qui est de dire la valeur de la liberté négative, en fait, elle vient du fait qu'on a des droits naturels. On a le droit de faire ce qu'on veut tant que ça ne dérange pas les autres. Autrement dit, vous avez deux types de concepts normatifs que vous pouvez utiliser pour justifier l'importance libérale accordée à la liberté. Vous pouvez soit vous appuyer sur des valeurs, soit sur les droits. Je ne devrais pas dire soit parce que c'est compatible, vous pouvez faire les deux en même temps, et souvent les auteurs font les deux en même temps. Alors on va commencer par les valeurs, parce que c'est peut-être la chose la plus naturelle. Donc, dans l'approche axiologique, pardon, oubliez la première puce, j'aurais dû l'enlever. Dans l'approche axiologique, vous avez deux positions. Vous pouvez dire que la contrainte, elle est mauvaise par elle-même, ou vous pouvez dire que la contrainte, elle est mauvaise parce qu'elle produit de mauvaises conséquences. Bien, là c'est juste un petit arbre. Comme on les aime pour voir les différentes manières dont on peut justifier l'importance de la liberté. Soit vous les justifiez par la valeur de la liberté, qu'elle soit finale ou instrumentale, soit vous justifiez l'importance de la liberté en termes de droit, de liberté fondamentale que les hommes posséderaient à leur naissance. Bien, la valeur finale de la liberté, comme vous l'avez dit, puis c'est pour ça que vous étiez perplexe quand je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que c'est pas bien de contraindre autrui? C'est que ça nous semble aller de soi, d'accord? Si vous voulez aller quelque part et qu'on vous empêche volontairement de le faire, vous êtes comme le petit bébé là. Imaginez qu'il ait un marshmallow devant. Vous dites, mais pourquoi il fait ce qu'il me met ça? Pourquoi? Donc c'est une contrainte. Ça me permet d'insister sur quelque chose. Enfin, je vous l'ai dit, mais voir ce genre d'image me fait penser. La liberté négative, ça marche aussi pour les petits chats, pour les bébés, pour tous ces petits trucs mignons. Des trucs qui veulent quelque chose, vous les empêchez d'avoir ce qu'ils veulent, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. D'accord? Et vous voyez que il n'a pas forcément de libre arbitre, lui. Le petit chat non plus qui veut aller manger ses croquettes. Mais si vous le retenez par la queue pour l'empêcher de manger ses croquettes, il n'est pas content. Vous lui imposez un obstacle qu'il ne veut pas. Donc c'est une conception très minimale de la liberté qui présente l'avantage de ne pas vous commettre, de ne pas impliquer que vous deviez accepter du libre arbitre, la possibilité de choisir, etc. Sinon, vous auriez une objection au libéralisme ici qui est de dire, oui, toi tu es libéral, mais le libéralisme, ça marche que si vraiment on a du libre arbitre, et puis on est très... Moi, je doute vraiment qu'on ait du libre arbitre. Mais selon cette conception minimale de la liberté, cette objection-là n'est pas ouverte à l'encontre de libéral. Donc, ça c'est la première chose, la valeur finale de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de la contrainte? Parce que la contrainte, elle est intrinsèquement mauvaise et ça nous frappe comme une espèce d'évidence par notre expérience interne ou en voyant les autres qui souffrent quand ils sont contraints. L'autre grande défense de la liberté par les libéraux, de la liberté négative, c'est la défense instrumentale de la liberté négative. Est-ce que vous voyez quel type de défense instrumentale on peut donner de la liberté négative? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut dire que la liberté négative elle a une valeur instrumentale? L'absence de contrainte, ça produit de bons effets pour les libéraux. C'est quoi les bons effets que ça produit? Lucas? D'un point de vue utilitariste ou conséquentialiste, on peut simplement dire que ça a les meilleures conséquences. Ça maximise le bonheur général de supprimer les contraintes, de promouvoir cette conception négative. Oui, mais c'est presque revenir à la raison précédente, parce que vous supprimez, on a admis que les contraintes étaient intrinsèquement mauvaises, donc si vous supprimez quelque chose d'intrinsèquement mauvais, ça a comme conséquence que vous avez supprimé quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Belle victoire, Lucas. Non, là, on cherche des conséquences un peu plus distantes de la suppression des contraintes. Arnaud? Du coup, l'argument que j'utilisais, c'est dire que c'est meilleur économiquement. Exactement. Ça, c'est l'argument clé des libéraux. C'est de dire, vous supprimez les contraintes et vous avez une économie florissante. D'accord? Donc ça, c'est l'argument économique, mais ce n'est pas le seul. John Stuart Mill, dans Liberty, donc, qui est un des textes libéraux très discutés, Mill dit, c'est vrai aussi pour la science. Comment ça marche le développement de la science dans les universités? Eh bien, vous laissez les idées circuler, vous laissez les gens échanger, vous les laissez parler, exprimer leurs opinions, et vous allez avoir la science qui va fleurir. Par contre, vous empêchez ça, vous empêchez les idées de circuler, par exemple. Je vous dis, vous sortez, vous
vous parlez à personne de ce que je vous ai dit aujourd'hui du libéralisme. Vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or, parce que ce qui fait la valeur d'une communauté scientifique, c'est que les idées passent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que les libéraux sont tous pour open access dans les publications, typiquement, en disant il faut que la connaissance circule, c'est un des moyens centraux, enfin tous, j'exagère, parce qu'il y a un argument par les incitatifs justement qui est contre ça, mais pardon, je divague. Dans tous les cas, il faut maximiser, dans la mesure de contrainte d'efficacité, la circulation des idées, la liberté d'expression, centrale aux libéraux. Si vous, pour les libéraux, pas seulement évidemment, si vous interdisez aux gens de dire ce qu'ils pensent, vous n'avez aucune chance de savoir pourquoi c'est juste ou pourquoi c'est faux. Si vous interdisez, et ça marche, les libéraux sont souvent très radicaux, mine en tout cas sur la liberté d'expression, ça marche, y compris pour des choses radicales. Donc, supposez que Jean qui est parti, donc je vais pouvoir lui taper dessus, soit un nazi, ce serait très important pour nous autres à l'université qui nous donne ses arguments, okay, qui disent, qu'il exprime sa thèse et qui donne ses arguments. Sinon, on ne peut pas savoir pourquoi c'est faux, sa thèse. Donc le fait qu'une thèse fasse du mal, c'est très mauvaise raison d'interdire son expression pour un libéral. Qu'elle vous dérange, cette thèse, c'est une chose, mais si vous voulez savoir pourquoi elle est fausse, il faut que vous la connaissiez, il faut que vous connaissiez les arguments en sa faveur. Et puis voici ce que dit Hayek, un des grands auteurs prix Nobel d'économie et philosophes libéraux qu'on a déjà rencontrés. The value of freedom consists mainly in the opportunity it provides for the growth of the undesigned and the beneficial functioning of a free society. The value of freedom rests largely on the existence of such freely grown institutions. Donc, thèse très optimiste de Mill et Hayek et de beaucoup d'autres sur la valeur économique, épistémique de la liberté. Si vous laissez les gens libres, ça va bien aller. Bien. Alors ça, c'est la thèse positive. Il me reste... On va souffler pour terminer. On ne parle plus de philosophie, on parle juste de choses empiriques maintenant, mais ça, c'est le genre de données empiriques sur lesquelles s'appuient très volontiers les libéraux. Je vous présente maintenant deux, je vous l'ai peut-être déjà présenté dans un autre cas. C'est un fait empirique et des faits qui sont étonnamment négligés et que les libéraux aiment à rappeler régulièrement. Donc Marx nous dit, avec le communisme, il va y avoir explosion de la production de richesses, tout le monde va être heureux, etc. En tout cas, les tentatives d'application du communisme se soldent par des famines dramatiques et des régimes autoritaires. Les libéraux nous disent on va faire des libertés économiques, tout le monde va être plus riche. Là, on a envie de dire tu crois vraiment au bon Dieu, mais voici les arguments qu'eux mettent en avant. Ça, c'est juste en termes de production de richesse mondiale. C'est ce qui se passe, c'est la naissance de Jésus-Christ, et puis c'est estimation des historiens sur l'évolution de la production de richesse mondiale. On est à peine au-dessus de zéro. Là, on mentionne ça en trillions de dollars. Donc là, c'est l'an 500, là, c'est l'an 1000, là, c'est l'an 1500. Ah, un petit soubresaut ici, production de richesse mondiale. Et puis voilà ce qui se passe à partir de la révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est qui change complètement ici? Révolution industrielle, et puis une grande partie des barrières au libre-échange qui s'effondrent, beaucoup de commerce en Europe notamment, mais aussi avec les États-Unis. Alors là, c'est le premier moment où les libéraux disent « Ah, on vous avait bien dit qu'il fallait libérer les échanges. » Alors, il faut dire, c'est très bien, on a produit beaucoup, mais si c'est pour que trois capitalistes se mettent tout ça dans la poche, bravo, vous avez gagné, vous avez produit beaucoup, mais ça ne nous intéresse pas. Puis il y a des questions environnementales que je ne traiterai pas directement ici. Mais voici les choses que répondent les libéraux à ça, qui sont des données qu'il faut connaître. Ça, c'est la part de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté absolue. Alors le seuil de pauvreté absolue, il y a toujours des discussions sur à quel niveau on peut le mettre. 1 dollar par jour, 1,9 dollars par jour, certains disent 2 dollars par jour, parfois on monte jusqu'à 3 dollars par jour. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que la pauvreté absolue chute obstinément et heureusement depuis 1820, depuis la révolution industrielle, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité jusque-là. Oh, je n'ai même pas mis à jour les chiffres, ça c'est les projections pour 2015, ça a continué à chuter, il y a eu un petit ralentissement avec le Covid, et des organisations comme
l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, prévoit que dans les quelques dizaines d'années à venir, on pourra avoir quasiment éradiqué la pauvreté absolue sur Terre. Faut mesurer l'importance de ce chiffre-là, d'accord? C'est l'humanité jusqu'à maintenant, on part de 94% de personnes qui vivaient, je vais prendre la même chiffre à peu près, on part de 84% de la population mondiale qui vivait sous le seuil de pauvreté absolue, à maintenant moins de 10%, d'accord? On a divisé par 9, la part des personnes qui vivaient sous le part de pauvreté absolue. Et deuxième miracle, après je vous laisse, on reprendra sur ces chiffres la prochaine fois. Deuxième miracle, tout ça, ça s'est fait alors qu'il y a une explosion de la population mondiale. Ce que vous avez, totalité en verticale ici, rouge et vert accumulé, c'est le nombre de personnes qui vivent sur Terre. On s'approche des 7 millions, on pense qu'on va stabiliser autour de 12 millions. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation absolue du nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Mais à partir de 1950, vous avez une diminution. Donc en dépit du fait que l'augmentation augmente, vous avez une diminution du nombre absolu et pas simplement de la proportion de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que disent les libéraux là-dessus? J'arrive tout de suite, Arnaud, ils disent « Ah, c'est nous, on vous avait dit, libre commerce, etc. » Ça, c'est pas le communisme, c'est pas la propriété mondiale des moyens de production qui a fait ça. La seule chose commune à tout ça, c'est le fait qu'il y a eu davantage de production et de circulation des biens, des services. Arnaud. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques problèmes avec ce truc, parce que tout d'abord, dans le premier graphique que vous avez montré, il parle de la production déjà à l'ère de Jésus-Christ en dollars. Ils la mettent à $0, ce qui est un peu bizarre, parce que ça équivaut un peu à dire qu'ils produisaient que dalle. Deuxièmement, il y a le graphisme sur l'extrême pauvreté, mais là, ça montre effectivement qu'il y a une diminution de l'extrême pauvreté, mais ça ne prouve pas que c'est grâce au libéralisme. Non, alors, les deux points importants, vous avez raison. Sur le premier point, quand on fait des comparaisons historiques de long terme, on utilise cet indicateur qui est le dollar constant. Okay, on sait très bien qu'ils ne produisaient pas en dollars à l'époque, mais on fait des estimations de la production marchande. On a besoin d'utiliser le dollar constant, mais on pourrait utiliser le franc suisse constant, on pourrait utiliser les coquillages constants, peu importe, il faut que ce soit constant. Constant, ça veut dire on essaye d'éliminer les effets de l'inflation. On ne veut pas juste parce que les prix augmentent qu'on dise on a produit plus. Mais on pourrait mesurer la même chose en nombre de vaches, peu importe le point de référence qu'on prend ici. La valeur de la production, on peut la mesurer en ce qu'on veut. Là, ils prennent dollars constants en sachant qu'il n'y avait pas des dollars à l'époque, mais on peut la mesurer en quantité de pommes, en quantité de pommes de terre. La tendance serait la même. Sur le deuxième point, vous avez parfaitement raison. Les libéraux peut-être crient trop vite victoire ici. Peut-être que ce n'est pas simplement les libres-échanges qui est responsable de ça. Peut-être qu'il faut beaucoup d'autres facteurs, parce que le libre-échange n'a pas toujours conduit à ça quand il a été mis en place dans certains pays. Peut-être même qu'il n'est pas nécessaire. D'accord ? Donc vous avez une grande partie des économistes maintenant, un domaine intéressant de l'économie, qui est l'économie du développement, où on essaye de comprendre quels sont les facteurs clés qui ont permis ça. Okay. Mais il y a au moins un argument négatif des libéraux ici, qui semble plausible, c'est de dire, écoutez, même si vous ne nous donnez pas raison à nous, il semble assez clair que ce qui a permis ça, ce n'est pas la planification croissante de l'économie mondiale, parce que celle-ci, elle n'a pas existé. Okay. Donc il y a une chose qu'on peut exclure, c'est que cette explosion de la production est due à des politiques, à un grand État-providence mondial. Ça, il n'a pas eu lieu, il n'existe pas, certains le souhaitent, d'autres pas, mais ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Ce n'est pas suffisant pour dire au libéral, c'est moi qui avais raison, vous avez parfaitement raison. Sur votre premier graphique, je ne comprends pas trop bien cette image, parce que de ce que j'ai compris de votre explication, ça voudrait dire qu'avec ce que je peux acheter aujourd'hui pour $1, qui représente, je ne sais pas, sans doute une tasse de café et encore, ouais. Avec ça équivaudra à dire que toute la production d'antiquité, c'est équivaudrait à grosso modo une tasse de café. Qui est un peu... Non. Là, on est au-dessus de $0, mais vous voyez que c'est 20 trillions ici. Hein. Ah, okay. C'est pas, donc c'est juste un effet de zoom qui fait que vous avez l'impression qu'on est à zéro. Hein. On n'est pas là. Vous pouvez aller voir. Alors tout ça, c'est venu de cette étude
que vous pouvez aller consulter, qui est disponible en ligne. D'ailleurs, ce site, je vous le conseille vivement, il est hébergé par l'Université d'Oxford. Our World in Data, c'est là où vous trouvez... C'est une des meilleures sources pour avoir des statistiques sur l'état du monde en général, sur tout un tas de sujets économiques, éducation, religieux, etc. Et cette étude, elle est accessible là. Elle pose effectivement des problèmes méthodologiques, parce qu'évidemment, c'est pas si simple de savoir combien on produisait dans l'Antiquité, ni comment on mesure l'inflation. Hein, ça, c'est l'autre problème. On dit dollar constant, mais qu'est-ce qu'on sait de l'inflation entre 1000 et 1500 ? C'est compliqué, on a quelques indicateurs un petit peu, très indirects via des sources historiques, mais la tendance générale est quand même assez frappante. Bien, j'ai débordé, excusez-moi, c'est de la faute d'Arnaud. On termine le libéraliste la prochaine fois et on passera aux objections. Je vous souhaite une très bonne semaine.